Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, Afrique culturelle reçoit un graffeur, un artiste très bien connu dans le milieu des cultures urbaines. Il s'agit de Momodou Lamine Ngom dit Docta. Docta, bonjour. Bonjour. Afrique culturelle est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez davantage nous dire sur vous? Qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, merci pour l'intérêt. Et je suis artiste graffeur, président de la première structure de graffiti en Afrique, Dorandem Squat, et initiateur de beaucoup d'événements tels que Festigraph, qui est le premier festival international de graffiti, et qui est à l'origine d'autres festivals qui existent dans d'autres pays en Afrique. Et d'autres projets tels que Graff et Santé, Passe Penser à Elle et Dorandem Résidence. Et on co-organise aussi des festivals en Guinée, au Bénin, Burkina Faso, Congo Brazza, Congo Kinshasa, Cameroun, Kenya, ainsi de suite. Artiste, activiste, comme on dit aussi, social designer, sénégalais, africain. Vous êtes une référence dans le graffiti en Afrique. Ça va au-delà du Sénégal et même au-delà du continent africain. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur les grandes lignes de votre parcours? Vous avez commencé très tôt, en même temps que, on va dire, la naissance du rap au Sénégal. Donc, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur les grandes lignes? Waouh! Je dis les grandes lignes. Parler un peu de c'est réveiller des belles souvenirs comme des mauvaises. Nous, on a commencé le graffiti. Non, on a commencé déjà avec les hip-hop en 84, en étant petit, danseur. En 86, on a eu l'occasion de faire nos premiers textes de rap, parce qu'on était danseurs, rappeurs, beaucoup de choses en même temps. J'ai eu l'occasion aussi d'avoir des magazines qui venaient des États-Unis, où il y avait toujours des dernières pages réservées aux graffeurs, où c'était une forme d'expression qui me parlait beaucoup, hormis la danse, hormis le rap. Et il fallait m'initier. Et je n'avais pas de professeur, je n'avais pas une personne qui pouvait m'initier à ça. Puisque j'ai dessiné, je copiais différentes formes de caractères, de lettres, pour pouvoir écrire mon nom, Docta. Et aussi reprendre les images que j'avais l'habitude de côtoyer tous les jours, c'était que ce soit les bandes dessinées, les rideaux et tout ça, qui me servaient de support pour pouvoir avoir des images que j'étais en train de reproduire sur des murs. L'occasion de 88 m'a permis de sortir de chez ma grand-mère, qui était ma première aussi, comment ça s'appelle, fan, ou la première à avoir supporté cette forme d'expression que j'avais, où je salissais les murs tous les jours. 88 était l'année déclencheur, où c'était au moment où il y avait 7 ans, Dakar était sale, les associations en groupe de personnes avaient décidé de nettoyer la capitale du Sénégal et avaient confié ces actions aux associations, ASC comme on appelle, associations culturelles, sportives et culturelles, où ils demandaient à nettoyer le quartier d'abord, peindre en rouge et blanc sur le rebord du trottoir, et aussi demander aux artistes d'écrire le nom de l'AIC, mais aussi après de dessiner un marabout, une personne influente du quartier ou une personne sage du quartier ou un footballeur disparu. C'est-à-dire mettre l'image d'une idole, n'importe laquelle, dans une surface bien déterminée. Après, il y avait quartier libre. Moi, j'ai eu l'occasion de peindre sous la fenêtre du grand-père de ma mère, un vieux qui était très respecté dans le quartier, qui sortait rarement. Le jour-là, quand il est sorti en train de me demander qu'est-ce que je faisais sous sa fenêtre, bon, entre petit-fils et grand-père, c'est des potes, quoi. Je dis, mais attends, tu me déranges, je suis en train de bosser. Je dessine. Il dit, mais tu dessines quoi? L'image que j'avais dessinée, c'était quoi? Rahan, qui était en train de se battre avec un tigre monumental qu'il terrassait, quoi. Pour moi, cette image-là représentait beaucoup. À cette période, c'était
regarder ces images reflétaient bien la situation qu'on vivait et la situation qu'on vit toujours, se battre pour avoir ce qu'on a. Maintenant, l'importance de cette fresque, c'était que ça m'a permis de m'ouvrir au grand public, de m'ouvrir au monde et d'avoir une conception plus claire de où je veux aller et qu'est-ce que je vais faire avec le graffiti. Mon grand-père avait demandé que cette fresque ne sera jamais effacée de son vivant comme après. Et cette fresque a resté sur le mur là pendant 12 ans. Et même le jour où ça a été peint, on m'a appelé pour me le dire, comme s'il y avait quelque chose qui s'est passé, que j'ai dit non, mais c'est normal. Il a fait son temps. Mais j'ai compris en ce moment que l'engagement que j'ai pour mon peuple, l'engagement que j'ai en tant que jeune, en tant que citoyen, il doit se refléter sur tout ce que je fais. Donc, le graffiti, pour nous, était une forme d'expression qui nous permettait de parler des maux de la société, que ce soit l'éducation, la santé, la politique, que ce soit la sécurité, le quotidien des Sénégalais. Et il fallait aussi à un moment montrer aux faces du monde que le graffiti existe en Afrique, particulièrement au Sénégal. Donc il fallait, s'ouvrir, trouver des partenaires ou des contacts pour aller voyager, partager cette forme d'expression qu'on avait. Et aussi faire comprendre aux Sénégalais cette forme d'expression, elle n'est pas nuisible. Au contraire, elle contribue au bien-être, à l'embellissement, mais aussi contient des messages qui font que quand tu passes devant un graphe, tu as toujours des situations qui sont immortalisées. Et aussi permettre aux personnes d'apprécier cette forme d'expression. D'où pour laquelle quand on fait un graphe, on va sur un mur délabré, devenu, dépotoir d'ordures ou urinoir, on le nettoie proprement, on met de la peinture pour déjà rendre l'espace propre et mettre de la couleur pour rendre ça très esthétique et mettre le message. En tenant compte des enfants qui passent devant, comme nos aînés, nos grands-pères et nos grands-mères qui vont passer devant. Donc le message était important, très important dans notre démarche, qui donne la particularité aussi du graffiti africain, qui est très engagé, très social, très conscient, fait que la plupart des gens qui n'ont jamais venu en Afrique entendre ou voir ce qu'on fait, quand ils arrivent, la première chose qui les choque, c'est « waouh ». Comment vous faites pour que la population respecte ce que vous faites, avoir cette considération et jusqu'à vous prendre comme des stars dans votre métier. Vous devez comprendre qu'on fait partie d'une entité. On sait que cette entité-là, il est important, de les représenter. Et cette représentation, il faut le faire avec la manière. Et c'est ce qu'on est arrivé à faire. Donc, notre carrière, on la passe à partager. Parce qu'il fallait aussi créer une nouvelle génération. Cette génération crée une autre génération. Pour que jusqu'à présent, on parle de 5e génération. La première fois que j'ai entendu un autre graveur qui n'était pas moi, c'était Matador, qui faisait des BMG 44, où je me suis déplacé. Je suis allé à Thiaroye, vers 18h, 19h, je ne sais même plus. Jusqu'à 3h du matin, je suis en train de chercher le gars. On ne se rencontre jamais vu. La première fois que je lui ai traité de n'importe quoi, il me dit, mais je cherche depuis ce matin. Cette relation-là existe depuis plus de 25 ans. Mais on partageait des murs avec les moyens du bord, mais l'objectif était partagé. C'était que cette forme d'expression fait partie du hip-hop, il a sa place dans l'environnement des quotidiens des Sénégalais. Après, on en a fait notre métier. Et pour que la jeunesse avec qui on a commencé à former, pour qu'ils deviennent la relève, il fallait aussi les montrer qu'à part le fait d'être passionné, il faut arriver à vivre de ça. Et arriver à construire et à permettre d'autres aussi à prendre le relais. On a travaillé avec des ONG, on travaille avec des structures étatiques ou des structures privées, mais aussi montrer aux faces du monde que c'est possible. Que le graffiti que vous voyez sur les vidéos, sur les magazines, vous avez la même chose en qualité. Même si on n'avait pas une qualité de peinture extraordinaire, on arrivait à faire du bon boulot. Et ça nous a permis aussi de poser le premier festival international de graffiti, Festigraph, le but était déjà de permettre aux graffeurs d'avoir une plateforme d'expression, mais aussi d'échanger
leur technique avec d'autres graffeurs, mais aussi de partager tout cela avec le plus grand public. Et permettre aussi certaines structures de travailler avec nous, que ce soit des structures privées comme des structures publiques, qu'on puisse collaborer pour pouvoir valoir le graffiti. Mais on ne s'est pas arrêté juste à faire dans le festival juste du graffiti. On a permis à ce qu'on appelle le streetwear de pouvoir permettre à ces créateurs d'avoir une plateforme, la danse, le DJing, amener des scientifiques pour qu'ils puissent faire des débats, expliquer comment ils voient le graffiti, quelle est l'évolution qu'ils ont vue depuis que le graffiti a existé au Sénégal, permettre même des journalistes culturels à être dans notre environnement et savoir que cette forme d'expression, elle est plus transversale que la plupart des gens le pensent. Et l'objectif a explosé avec ces générations qui sont passées par nous, qui sont par Dohandem Squad, parce que le fait de créer une association de graffiti qui était la première en Afrique n'était pas facile, mais on a dû poser ça et faire comprendre les gens. Il y a le rap, il a plus de communication autour parce que c'est de la musique. Il y a la danse qui est moins, mais la danse et le graffiti se sont fait. On s'est battu pour faire pour prendre notre espace et l'imposer. Et c'est ce qu'on a réussi. Okay. Mais à faire comprendre aussi aux parents ou aux personnes qui ont leur enfant qui s'intéresse à cette forme d'expression que ce qu'ils font, c'est des artistes à part entière. Et c'est des citoyens qui ont des choses à dire pour le bien-être de la population. Ok. Mais à part le festival, vous organisez aussi ce que vous appelez Graph Santé. Comme vous le dites, votre engagement a toujours marqué votre carrière. À travers Graph Santé, quel est l'engagement de Docta? Qu'est-ce qui a mené à la naissance de cet événement? Ça fait rire parce que Graph Santé, c'est un événement qui me tient vraiment à cœur. Malheureusement, je suis ulcéreux et je me rappelle quand j'ai eu des crises d'ulcère, un jour, je suis allé, je ne sais plus quel hôpital je suis allé avec mon petit frère ou un cousin. On est allé vers 7 h du matin, mais l'hôtel Edem, il y a toujours des personnes qui sont sur place. Jusqu'à 13 h, on ne nous a pas consultés. Et même les personnes qui étaient arrivées avant nous, c'était la même chose. Ben moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les gars, ils ne sont pas là, le médecin, il n'est pas là. Après, quand je commençais à râler, une dame est sortie en blouse blanche. Je ne peux pas dire si c'est un médecin ou ça. Je sais qu'il fait partie du service de santé. Il m'a dit, mais yo, un ticket. Je dis, oh, pardon, vous avez acheté un ticket ou pas? Je dis, mais ça coûte combien? Ça ne coûte pas 2000 francs ou 1000 francs? Il me dit, mais j'ai le ticket, pas pareil. J'ai acheté, 30, 10 minutes après, rien. 15, rien. 20, je commence à râler. Un monsieur qui passait, il s'est trouvé que c'était le major ou c'était un médecin qui était responsable dans les lieux. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Je lui dis, mais nous on est là depuis 7 h du matin et ces personnes-là que j'ai trouvées ici, ils sont là avant moi. Donc, moi si j'étais venu parce que je devais mourir, j'allais mourir depuis. Mais il me dit, non, venez. Je dis, non. Prenez les personnes qui sont là avant moi, quoi. Il me dit, non, venez. Je dis, parce que c'est moi le râleur, donc vous voulez vous débarrasser de moi pour que... Non. Il a pris 2-3 personnes. Il a sauté tout le monde pour me prendre. J'ai fait même pas 15 minutes avec le monsieur. Il m'a demandé ce que j'avais, je lui ai expliqué. Il m'a fait une ordonnance de 37 000 et quelques. Pourquoi j'ai le chiffre en tête, quoi. 37 000 et quelques. Et quand je suis sorti, j'ai eu l'intelligence d'appeler un de mes connaissances et lui dire, mais man, je suis venu parce que j'ai lu l'ulcère. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, tu peux lire les médicaments qu'on t'a écrits. Tu peux me citer lesquels tu arrives à lire. Quand j'ai commencé à lire, la personne était en train de rire au téléphone, quoi. J'ai dit, mais boy, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, continue. J'ai arrivé à un médicament. Il me dit, c'est la bonne. Le reste, ne le prends pas. Parce que le médecin, il était fâché comme toi, il t'a écrit du n'importe quoi. J'ai dit, il voulait me tuer. Il dit, non, il sait que tout ce qu'il t'a écrit va pas te faire du mal.
mais tu allais perdre ton argent pour rien. Je me suis dit, il y a un problème. Parce que moi, si j'arrive à avoir de l'argent pour aller dans ces services de santé, pour me soigner, en me levant, en prenant un taxi, il y a une autre personne qui n'a même pas 100 francs. Et il a plus que mal que moi. Et il ne peut pas se déplacer du point A à point B. Parce qu'à mon nous passé. Et d'autres qui ont les moyens, quand ils arrivent, tu vois, s'ils n'ont pas une assistante qui est autour d'eux, et on l'entend tout le temps. Je me suis dit, on va, avec ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec le graffiti pour pouvoir apporter, pas une solution, mais un brin de solution. Pour montrer aux populations que les médecins, ils viennent des populations. Ils ont des problèmes comme tout le monde, mais ils sont engagés auprès des populations à les amener du réconfort et de l'espoir quand ils arrivent dans ces services de santé. Ce qui ne se passe pas. On a créé Graffé Santé pour dire, on met des stands dans la rue, en face d'un mur, nous, les graffeurs, les artistes, où on peut faire des fresques murales, mais aussi permettre à ces entités, ces services sanitaires, d'être comme des personnes lambda, porter des t-shirts de l'événement, sans avoir des blouses, mais pouvoir appréhender les populations, les expliquer, d'où pour laquelle il y a ces stands, d'où pour laquelle il y a tel ou tel, comment ça s'appelle, bâche ou qui. Je donne l'exemple. La première fois qu'on l'a fait, en 2008, à la Médina sur l'avenue Russis. On était avec l'ONG EMAD qui nous avait soutenus. On avait les services, comment ça s'appelle, de SIDA, dépistage SIDA et tout ça. Et il y avait Palu aussi et tout. Mais on a fait 300 personnes dépistées en une journée, des passants. Parce qu'on faisait des graphes, il y avait du son, ils voyaient que bon, il y avait une expression culturelle, mais il y avait des stands en face. Il posait la question, il se trouvait une personne, il dit mais ça va, vous allez bien, le Kheufi. Les gens lui disent mais non, on fait des dépistages en sida, hygiène bucco-dentaire, tuberculose, comment ça s'appelle, drépanocytose, même si tu veux, on fait des tests diabétiques et tout ça. La personne qui lui expliquait ça, c'était un médecin. Mais il était en t-shirt, donc la personne avait plus, comment ça s'appelle, cette impression que c'est une personne lambda comme lui qui parle avec lui. Et quand il s'agissait de faire le boulot, il avait un médecin en face qui lui conseillait, Donc, on a trouvé le train-plan entre les deux entités. Et ça marchait très bien. Et nous, ça nous permettait de pouvoir apporter ces soins ou ces conseils auprès des populations les plus démunies. Et les plus, ou faire comprendre aux médecins que si les populations vous fuient, c'est parce qu'il y a cette charité qui tourne autour des services sanitaires. Ou ça devait être le contraire. Quand on arrive à l'urgence, la première chose que les gens te disent, moi, amga khalis. Sinon, au lieu de prendre en charge le débat, d'essayer de sauver la personne, ou comme je dis, les services de santé devaient être des havres d'espoir, ce n'est pas le cas. C'est des lits comment ça s'appelle, c'est des espaces de, comment ça s'appelle, de mouroir, je vais dire. Mais après, Graffé Santé a pris son envol. On a eu la chance de faire, chaque mois d'octobre, on fait 4 week-ends. Les 4 week-ends, c'est 4 quartiers. On travaille avec les associations de quartier, un rappeur ou un graffeur ou un truc qui vivait dans le quartier, les associations de femmes, les imams. Et aussi, on allait voir les sages du quartier pour que chaque entité puisse, prendre la chose comme leur événement. Et ça marche très bien. On a eu à travailler avec le feu Dr Yahya Diop, qui était un grand ami, avec qui on a travaillé sur ce projet-là. Jusqu'au dernier jour, on devait faire le projet. Il me dit, boy, Mangidem Djeli, ben malade, je reviens. Dieu a fait que jusqu'à présent, il n'a pas fait de retour. Mais ça a aussi cassé un peu le rythme parce que c'était l'engagement qu'il avait, combiné avec l'engagement de toute l'équipe de Dokhandem Squad, faisait un super, équipe. Et Graffé Santé, même durant le Covid, on a fait Graffé Santé. L'objectif, ce n'était pas juste de ramener les médecins, mais c'était de communiquer autour des informations qui étaient données par les services de santé. Et ça a bien marché, parce que si vous voyez partout les traces qui restent de la communication autour du Covid, c'est ce que les graffeurs ont fait. Et ce projet-là, c'est un projet qui m'a toujours tenu à cœur, même si j'étais en voyage quelque part dans le monde. Et à cette période, je rentre au Sénégal pour réaliser ce projet-là. Voilà, en parlant de voyage,
vous êtes très bien connu en Afrique, très bien connu dans le monde. C'est récemment peut-être que vos œuvres ont commencé à entrer dans certains lieux de Dakar. On vous a permis lors de l'avant-dernière biennale de faire des graphes sur le mur du Grand Théâtre. Mais avant cela, vous aviez du mal à pénétrer les salles. Au moment où ailleurs, on vous le permettait. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos expériences à l'étranger, plus précisément en Espagne, où vous avez pu faire de grandes choses? Tu sais, hein, on n'est jamais prophète chez soi. Et malheureusement, au Sénégal, c'est un truc qui est réel. Mais nous, on ne baisse pas les bras. Parce que l'hip-hop nous a appris à être des self-made men, nous a appris aussi à développer, à progresser dans ce qu'on fait. On a eu l'occasion de participer à des événements sur des grandes structures d'art visuel ou artistique dans le monde. On a eu l'occasion de participer sur un projet où je me rappelle, c'était Koyo qui était, derrière ce projet-là avec une autre dame qui s'appelle Amélie. Et c'était en Allemagne, dans une ville qui s'appelait Weinbrand. C'était Vitra Museum, qui fait beaucoup de chaises, dans le design de tout ce qui est chaises et tout ça. Il y avait 250 artistes qui faisaient partie de ce projet. Le projet tournait dans le monde pendant 5 ans. On était le seul unique artiste qui avait cette opportunité de faire une performance de 10 mètres d'auteur sur 3 mètres, sur un mur qui existait pendant des années, où même le directeur de cet espace-là, de cette structure-là, disait qu'il a toujours rêvé de faire une fresque murale sur ce bâtiment-là. Et on a fait 15 jours là-bas, et dans cette collaboration, ça nous a ouvert les portes d'aller vers une structure qui s'appelle Guggenheim Museum, que je vais dire, c'est peut-être le Wembley des espaces culturels, audiovisuels, où un artiste n'a pas tout le temps l'occasion d'exposer. Et comme si l'occasion s'est présentée, et l'équipe de Guggenheim Museum, parce que Guggenheim Museum, ils sont ces 3 structures qui existent dans le monde, à Bilbao, Sydney et à New York. Donc nous, on a eu l'occasion d'être à Bilbao, et on avait un mur qui faisait 12 mètres d'auteur sur 6 mètres. Cette occasion nous a permis de déplacer l'ambassadeur du Sénégal de Madrid à Bilbao, et qui a fait qu'on lui a donné l'occasion de connaître tous les grands constructeurs de bateaux industriels d'Espagne, où lui-même il a dit, avec toute sincérité, à dire que vous êtes plus diplomate que nous, parce que votre diplomatie nous a permis de rencontrer toutes ces personnes-là, que j'en suis sûr que, restant dans mon bureau, je n'aurai pas l'occasion de tous les voir en même temps. Donc, ça m'a ouvert aussi beaucoup de portes dans le monde, énormément. Ça, je le dis à haute voix. Ça m'a permis ça m'a ouvert beaucoup de portes. Mais ça m'a permis aussi d'être plus conscient de l'engagement que j'ai pour mon pays, pour mon continent, et l'engagement que j'ai envers cette forme d'expression que j'ai, qui est le graffiti. Où, quand on m'invite dans un autre pays, on est traité comme des rois, parce que le travail qu'on a mené depuis des années nous a poussé à ça. Mais on a permis aussi à d'autres jeunes de sortir du pays et de voir autre. Je donne l'exemple, je vais revenir un truc sur l'Afrique. La première fois que je suis allé au Bénin, pour aller former des jeunes qui sont devenus des grands graffeurs aujourd'hui, qui ont un gros festival où l'État met de l'argent sur ce festival, qui n'est pas notre cas, où ces personnes-là, la personne qui m'a permis de se déplacer n'est même pas un graffeur. Il n'est même pas dans les cultures urbaines. Il est un plasticien qui était venu à Dakar. Il a vu le travail. Il m'a contacté pour qu'on puisse développer cette collaboration, où il s'appelait Rafi. Rafi m'a fait, pendant 2 ans, on collabore, où je lui ai demandé de prendre l'événement qu'on voulait faire, de le faire labelliser pour la première fois que le Bénin a un biennale au Bénin. Il avait labellisé ce qu'on appelait rencontre du graffiti. Quand je partais, il m'a acheté un billet, il devait me donner un cachet. Je lui ai dit, le cachet que tu me donnes, achète un billet d'avion pour Madzo.
pour qu'il puisse sortir du Sénégal, parce que c'est la deuxième génération qu'on est en train de former. On l'a amené, il a eu à voir autre que le Sénégal, et mon but c'était vraiment d'élargir la chose. Quand on allait, pour la première fois que je participais aussi à un projet qui s'appelait le Braderie d'art, avec la collaboration que j'ai eu avec Delphine Calmette qui était au manège, j'avais donné une dizaine de noms à cette structure-là, qui m'a dit j'en prends 4. C'était moi, Attila qui était l'assistante artistique et directeur artistique de l'Orandem Squad, et Mazzo et Zainix. C'est la première fois que l'occasion s'ouvre pour qu'ils voyagent. C'était mon but et ça continue. Parce que l'objectif c'était d'ouvrir la porte à cette nouvelle génération aujourd'hui, pour que demain ou aujourd'hui, ce que je suis en train de voir qu'ils font, ouvrir la porte à d'autres. Donc quand tu formes les gens, tu les donnes l'occasion. Mais moi, l'occasion que j'ai eue, j'ai pas eu de maître, j'ai pas eu, comment ça s'appelle, un coach qui me dit c'est pas bon, c'est comme ça. Mais ça m'a permis dans le monde où je participe à des expositions internationales, où mes œuvres sont partout et je suis toujours au Sénégal, je fais des allers-retours. La reconnaissance que j'ai eue mondialement, je l'ai pas dans mon pays maintenant, parce que bon, même si cette reconnaissance est là, et ben, parce que c'est même pas juste moi, mais la culture en tant que telle au Sénégal, certains pensent que comment ça s'appelle, c'est ce qu'ils font de la culture, c'est ils sont en train de jouer, ils sont en train de d'animer la galerie, sans comprendre toutes les entités qui tournent tout autour, parce que l'art visuel, par exemple, fait partie des seuls sous-secteurs qui a son événement, qui est la Biennale de Dakar. La dernière fresque qu'on a fait durant Festigraph, récemment, ça a fait 163 mètres qu'on a fait au niveau de l'aéroport de AIBD, avec la participation, la collaboration de l'AS, qui nous ont permis d'avoir cette surface. Ils ont travaillé avec nous pendant 10 jours, 11 jours, on a carburé pour faire cette fresque. Pourquoi je souligne ça? C'est parce que pour moi, c'est juste une continuité. Quand on est arrivé pour la première fois au Bénin, on a déclenché une chose. Au Togo, la même chose. Comment ça s'appelle? En Burkina Faso, il y a eu des amis qui ont développé. On les a contactés, on les a boostés. Kinshasa, de même. Comment ça, Congo-Brazza, de même. C'est la même chose quand on va en Suisse, quand on va en Belgique, quand on va aux États-Unis, quand on va partout. C'est le travail qu'on a mené au Sénégal qui nous a amenés là-bas. Donc, si notre travail est arrivé à ce niveau-là, c'est parce qu'on n'a jamais baissé les bras. Malgré que aussi il y a des Sénégalais, il y a des Africains qui croient à ce qu'on fait, qu'on salue, qu'on dit merci, mais ça c'est jamais suffisant. Il n'y a pas seulement Docta, il y a d'autres graffeurs, il y a d'autres artistes qui ont besoin d'être boostés, mais que li ñuy wax ci wolof dimbal na ci fekk loxol borom. Li Mame Cheikh Ibrahima Fall di wax rek lépp lu liggéey di maye, rus naa ko ñaan yàlla. Donc cette culture de travail fait que la collaboration qu'on a eue avec des structures étrangères, diplomates sénégalais, parce qu'on a poussé aussi à pas mal de structures diplomates qui sont au Sénégal de travailler avec l'art, les graffeurs, les artistes en général, parce qu'on a cru et on croit toujours au graffiti et au développement du graffiti et l'impact positif que le graffiti a dans la société. Merci beaucoup, Docta.